Alors, bonjour tout le monde. J'ai presque envie de vous dire de vous rapprocher de nous, si jamais le cœur vous en dit. Je suis vraiment ravie ce matin de vous saluer au nom de l'Université de l'Ontario français dans le cadre du sommet de la francophonie économique canadienne. Un sommet qui marque l'incontournable nécessité de voir la francophonie dans toutes ses activités humaines et sa diversité contribuer à l'émancipation durable de notre pays, sur le plan économique, certes, mais aussi dans des secteurs tels l'éducation. Je tiens à remercier la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario pour la vision qu'elle insuffle à ce sommet qui se veut un lieu qui rassemble et qui crée des synergies prometteuses entre nos institutions et nos entreprises. Nous sommes très fiers d'ailleurs d'être membres de la FGA. Un mot maintenant sur l'Université de l'Ontario français. Vous savez tous qu'en Ontario, la gestion entière des écoles remonte à 1997. Ce continuum de l'éducation en langue française n'aurait pas été complet sans la création de l'Université de l'Ontario français qui a ouvert ses portes seulement l'automne dernier, septembre 2021. Enfin, dit-on, une université gérée par et pour les francophones au cœur de la métropole économique du Canada, Toronto, qui non seulement se classe au 4e rang des centres francophones les plus importants au Canada, après Montréal, Québec, Ottawa et Gatineau, mais aussi qui est la principale destination des nouveaux arrivants francophones hors Québec. Notre université propose des programmes qu'on dit novateurs, audacieux, qui forment des générations de talents qualifiés, diversifiés, polyvalents et préparés à intégrer un marché du travail qui est en pleine mutation. À ce jour, nous avons 4 bacs, un en pluralité humaine, économie et innovation sociale, culture numérique et environnement urbain. Un bac en éducation est très attendu d'ici janvier 2023 et un bac en administration des affaires est à l'étape de conception. Je vous dirais que le dynamisme pédagogique de nos programmes repose essentiellement sur la mobilisation des savoirs, l'apprentissage expérientiel et l'entrepreneuriat. Je termine en mentionnant que d'ici 2030, on prévoit une pénurie de plus de 170 000 diplômés francophones d'établissements postsecondaires dans le centre-sud-ouest de l'Ontario, notre région. L'Université de l'Ontario français, ses 2 collèges, Boréal et La Cité, et ses partenaires joueront un rôle essentiel pour combler ces besoins, notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé, la finance, le commerce, les communications, les technologies, ainsi que l'administration et la fonction publique. C'est vraiment dans cet esprit que l'UOF se développe en termes de programmes à créer, de partenariats à bâtir et de savoirs scientifiques à co-construire à partir des défis auxquels font face nos collectivités aujourd'hui. L'UOF se veut proche de sa communauté et c'est par le biais de son carrefour du savoir et de l'innovation qu'elle bâtit des ponts qui permettent déjà aux partenaires et à la communauté de prendre part à la vie universitaire par des activités de réseautage, d'apprentissage expérientiel et de projets de recherche, entre autres. Enfin, l'Université de l'Ontario français et son carrefour francophone du savoir et de l'innovation sont un magnifique projet en soi, un projet de société qui mobilise les forces vives de notre francophonie. Merci. Bon panel. Bonjour à tous, ça nous fait un grand plaisir de vous retrouver dès ici ce matin pour parler d'un sujet qui, selon nous, est extrêmement important et je pense que vous serez tous d'accord, la cybersécurité et les nouveaux risques de l'évolution, justement, de la fragilité de nos systèmes. C'est pas un nouvel enjeu. En fait, c'est un enjeu qui prend de plus en plus d'ampleur. Selon le World Economic Forum, il y a eu une augmentation de 125% de cyberattaques en 2021. C'est une attaque à chaque 39 secondes. C'est énorme. Et le coût économique est aussi énorme sur le plan, mondialement, en fait, à l'étendue de la planète. Ça représente 5,5 milliards de dollars par année
de perte économique. Donc, c'est un enjeu auquel on peut absolument pas fermer les yeux. Et ce matin, on parle de cybersécurité, du fait que ça va au-delà des technologies, que c'est devenu une arme dangereuse, une business qui a un impact majeur sur nos démocraties et notre sécurité en général. Et pour en discuter, j'ai un panel d'experts assez extraordinaire avec moi ce matin. Alors, d'abord, permettez-moi de vous présenter Élodie Meyer. Élodie, qui est vice-présidente des affaires juridiques chez Bradley & Rollins. Élodie, en 2-3 mots ou 2-3 phrases, ce que vous faites exactement en cybersécurité. Oui, absolument. Donc, Bradley Rollins, une compagnie de cybersécurité qui se spécialise principalement en cyberdéfense et en fait se concentre sur l'amélioration de la cyber-résilience des entreprises, principalement des PME au Québec, en Ontario, partout au Canada. Moi, pour ma part, je suis avocate de formation, mais également diplômée de Polytechnique. Donc, j'allie finalement les deux bagages d'un côté juridique et technique pour aider justement les entreprises à améliorer leur cybersécurité. Excellent. Et à côté de vous, c'est M. Alain Lavoie, qui est PDG de sa compagnie, qui a fondé lui-même LexRock AI. Alain, en quelques mots. En fait, LexRock AI, c'est une compagnie en intelligence artificielle qui aide les organisations à augmenter leur efficience opérationnelle en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, on est dans le monde du texte, du monde de la compréhension du langage, du traitement naturel, des langues naturelles, en fait. On est dans ce monde-là. Donc, on fait des systèmes pour aider les gens à créer leur jumeau numérique, essentiellement. On se dit souvent on aimerait se cloner, mais nous, on essaye de faire des intelligences artificielles qui vont être capables de faire des tâches répétitives qu'on fait à chaque jour pour chacun des humains, chacun des professionnels. Donc, c'est ce qu'on fait chez LexRock AI. Très bien. Alors, la première question, je pense qu'il faut qu'on se pose ou que j'aimerais qu'on établisse, c'est un peu l'état des lieux. On parle d'augmentation, d'une multiplication énorme de ces cyberattaques de tout niveau. Si vous aviez à faire le portrait de où on en est aujourd'hui, comparativement à ce qu'on était peut-être l'année passée ou il y a 2 ans, vous diriez quoi? Je commence par vous, Élodie. Oui, alors il y a une évolution constante finalement des menaces en cybersécurité, des nouveaux types de menaces qui deviennent de plus en plus élaborés. On entend principalement parler de rançon logiciel dernièrement, ce qui est quand même quelque chose qui affecte la vaste majorité des entreprises. On voit qu'il y a un gros développement au niveau de l'ingénierie sociale également, les différentes façons en fait d'attaquer et de monétiser des compagnies. Ce qui a changé beaucoup, je dirais, dans la dernière année, dans un premier temps, l'augmentation quand même assez drastique du nombre de cyberattaques, mais aussi les cybercriminels qui innovent en fait tout aussi rapidement, si pas plus rapidement que les entreprises. Puis finalement, ils sont capables de finalement la dette que les entreprises ont accumulée au niveau de leur sécurité est pas assez, pose problème et les cybercriminels sont finalement capables d'attaquer la vaste majorité des entreprises aujourd'hui. On va revenir sur plusieurs des points que vous venez d'énoncer, mais Alain, de votre côté, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter? Moi, je dirais qu'on est dans le trouble. Essentiellement, on est dans le trouble. On s'est comporté, autant dans les organisations qu'en tant que citoyen, on s'est comporté comme une autruche qui se mettait la tête dans le sable puis qui se disait, tant que ça m'arrive pas, ça arrive juste aux autres, essentiellement. Et là, le tsunami, il est parti puis tout le monde est attaqué. Donc, je dis, l'état des lieux en ce moment, c'est faut s'en occuper. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Probablement pas, mais il manque peut-être de gens pour nous aider dans ce contexte-là. Très bien. On va parler des solutions, justement, des avenues possibles pour se sortir ou enfin essayer de contrer une partie de ça, parce qu'évidemment, comme ça se multiplie et qu'on est en retard, si on est en retard, effectivement. Alors, si on parlait d'abord des enjeux principaux, de ce qui, aujourd'hui, maintenant vous avez un petit peu éludé une coupe, mais Alain, je vous redonne la parole. S'il y avait l'enjeu principal pour vous, puis on fera la liste des autres, mais ce qui vous frappe le plus actuellement, du plus grand risque de ne pas être assez préparé pour contrer les cyberattaques? Je faisais une analogie dernièrement dans un document que j'ai écrit en disant que on va avoir plein de feux, puis il va manquer de pompiers. Puis on risque d'appeler le 911 puis qu'on nous dise il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé parce qu'il manque de main-d'œuvre pour venir aider les entreprises à se sortir du trouble par rapport à ça. On parle d'un déficit à peu près de 3,5 millions
d'analystes en cybersécurité qui manquent en ce moment au niveau mondial, puis ça va persister jusqu'en 2025, selon Gartner, essentiellement. Donc, moi, le plus grand risque, le plus grand enjeu, c'est véritablement de dire, bien, ça va nous arriver. Hein? Il y a même des statistiques qui sortaient aussi qui disaient que d'ici 2025, 75% des entreprises vont avoir été attaquées au moins une fois, essentiellement. Donc, ce que j'ai peur, moi, c'est j'ai peur qu'il y a plein d'entreprises qui aient l'épée Damoclès au-dessus de la tête, qui pensaient que ça arrivait juste aux autres, mais quand ça leur arrive, bien, ils sont obligés de cesser leurs opérations. Et ça, c'est un enjeu. Et comment on peut y arriver? Bien, il y a plein de solutions pour y arriver, mais il faut être conscient que c'est en train d'arriver et qu'ils sont là. Ils sont là, les cyberpirates qui sont alentour de nous, par les ondes, par n'importe, ils s'infiltrent. Et ils utilisent aussi les dernières avancées technologiques pour pouvoir aller, comme on dit, à la pêche, puis essayer de retirer le plus de monde possible. Donc, ils utilisent des robots, ils utilisent toutes sortes de technologies pour pouvoir... Donc, il faut que nous, on se mette à niveau, qu'on protège nos informations aussi, mais qu'on forme aussi, ça part de la base, qu'on forme nos gens. Là. Avez-vous des exemples concrets de ce qui arrive à une entreprise qui ne s'y attend pas, par exemple? Ça prend toutes sortes de formes, hein? Oui. Je t'en prie. Oui, absolument. En fait, ce qu'on voit le plus souvent dernièrement, c'est ce qui affecte le plus les entreprises, c'est par exemple tout ce qui est rançon logiciel. Ça va être en fait des logiciels malveillants qui sont installés sur les systèmes d'une compagnie et qui prennent complètement en otage les systèmes. Donc, une compagnie qui peut estimer que son information n'a pas beaucoup d'importance, cette information a de l'importance pour les cybercriminels. Ils le prennent complètement en otage et donc la société se retrouve dans une situation où elle peut plus opérer du tout. Et c'est là où on peut voir parfois des paiements de rançon qui peuvent être, à plusieurs égards, ça peut être pour récupérer l'information, pour éviter que cette information fuite sur le dark web ou soit revendue ailleurs, ou simplement pour que la compagnie puisse y avoir accès à nouveau et continuer ses opérations. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une société qui a plus accès à ces fichiers n'est pas capable nécessairement d'opérer, mais ça, c'est valable pour tous les domaines. Dans les industries, on voit aussi, par exemple, la machinerie qui cesse de fonctionner parce qu'elle est prise en otage par un rançon logiciel. Tout ça, c'est des problématiques qui sont de plus en plus croissantes et c'est là où les cybercriminels sont réellement capables de monétiser finalement les entreprises. Tout ça, ça touche finalement à des éléments de sécurité de l'information qui est, à mon sens, un des plus gros enjeux, finalement, c'est de se rendre compte de l'importance de la donnée, de ce que ça vaut sur le marché pour un cybercriminel et de ce qui rend une entreprise attrayante pour des cybercriminels. On pense souvent qu'une entreprise qui a des données particulièrement sensibles ou des secrets commerciaux particulièrement sensibles va être plus intéressante parce que plus monnayable, mais la réalité, c'est que pas du tout. Toute entreprise est monnayable aujourd'hui, c'est juste le type d'information, puis il y a toujours sur le dark web un marché de quelqu'un quelque part qui va bien vouloir acheter cette information. Un exemple, l'année passée, un membre de la Fédération des chambres de commerce du Québec nous a appelés, puis il était en détresse essentiellement, puis c'est la fraude du président essentiellement, un cybercriminel qui s'incorpore, qui rentre dans le système de la compagnie, qui commence à écouter les conversations courriels entre le président de la compagnie et un des fournisseurs de la compagnie. Et qui était en Europe essentiellement. Puis le fournisseur lui envoie à un moment donné un courriel qui lui dit, écoute, on est en train de changer nos comptes bancaires. Peux-tu faire le transfert de fonds pour les équipements que tu as commandés dans tel compte plutôt que dans tel autre compte? Le président dit, oh, 2 minutes, là, ça se pourrait que ce soit une fraude. Je peux-tu avoir une lettre du président? Envoie la lettre du président signée du président. Et essentiellement, s'est fait estorquer 200 000 là, essentiellement. Et ça, c'est des cas concrets. Et il avait juste réussi à rentrer dans le système, écouter les conversations et se créer un site web qui était équivalent au site web du fournisseur avec une lettre qui différait, mais il envoyait des courriels de son courriel à lui. Donc, c'est des cas concrets et la personne, c'est 200 000 qu'il a perdu, d'équipement qu'il n'a pas eu à temps pour... c'est une compagnie manufacturière, donc il n'a pas eu à temps. C'est ça qu'on vit sur le... Puis, quand il nous a appelé, il dit « Comment je fais pour me protéger? Comment je fais pour pas que ça arrive? Ou comment je fais aussi pour aller chercher l'argent? » C'est compliqué après ça d'aller chercher son argent. Donc, c'est extrêmement sophistiqué. Oui. Absolument.
ça touche à d'autres éléments, finalement, d'autres types de menaces, notamment ingénierie sociale, où on vient amener ce volet de sophistication. On se retrouve face à des personnes, finalement, c'est pas juste des machines qui attaquent des machines, c'est des personnes qui tentent de s'en prendre à d'autres personnes, à des machines également, en se faisant passer pour différentes personnes, pour différentes compagnies. L'exemple de la lettre qui diffère dans le site web est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Je pense que tout le monde ici doit recevoir assez régulièrement un email de Netflix qui n'est pas Netflix, qui nous demande de mettre à jour nos informations de paiement, par exemple. Généralement, il va y avoir une petite lettre qui diffère et c'est leur manière, finalement, de nous faire cliquer et de rentrer à nouveau notre information de carte de crédit, de la voler comme ça. Et parfois, les gens s'en rendent même pas compte. Ils donnent volontairement leurs informations de carte de crédit et ne se rendent même pas compte qu'ils viennent de se faire voler cette information-là. Donc, un des adages, en fait, en cybersécurité qu'on répète assez régulièrement, c'est que le maillon le plus faible de la chaîne, finalement, c'est l'humain. Donc, on peut trouver toutes sortes de façons d'essayer de se protéger de manière informatique, des logiciels, mais un mauvais clic d'un humain peut faire qu'on permette de le faire entrer dans le système. C'est pratiquement un fléau, en fait, parce que je connais presque personne qui n'a pas été piraté à un moment donné ou à un autre, même sur ses cartes personnelles. Et sur les cartes personnelles, oui. Tout le monde, s'il y en a que vous connaissez qui se sont fait juste voler leur numéro d'assurance sociale, c'est l'enfer là, pour un humain, là, essentiellement. Donc, on doit évoluer aussi, nous, en tant que gouvernement, par rapport à ça. Un chiffre, M. Lavoie, que vous avez dit, c'est que 75% des entreprises vont subir une cyberattaque dans leur vie d'entreprise. Au moins. Au moins 75%. Au moins une fois. Au moins une fois. Oui, c'est beaucoup, c'est énorme. Ouais. Ça m'amène à la question, comment on fait pour convaincre les entreprises qu'ils doivent se protéger? Justement, qu'on n'a pas le phénomène, parce qu'on l'a tous vécu, nous, on est protégés, on est suffisamment protégés, on pense qu'on l'est, mais de toute évidence, on ne l'est pas. Comment on fait pour les convaincre? Parce que c'est un investissement sur le plan économique, il faut quand même investir. Et souvent, les petites entreprises et les petites et moyennes qui sont vulnérables, mais c'est aussi important, les petites et moyennes, que les grandes entreprises, parce que souvent, ils sont aussi des fournisseurs aux grandes entreprises. Comment elles font pour se protéger et comment on convainc les propriétaires, les chefs d'entreprise que ça vaut l'investissement? Ouais. Si tu me permets, on va décomposer les choses. Il y a les grandes entreprises, puis il y a les petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises, pour les convaincre, c'est assez simple. Faut mettre ça en relation avec tout ce qui est réglementation, conformité et tout. Donc, on y va vers les lois. Les lois, comme au Québec, on a la loi 25, on a le GDPR ou le RGPD, le Règlement général sur la protection des données qui est en Europe. On a le C27 qui s'en vient au fédéral. Donc, c'est assez facile de rentrer dans un conseil d'administration, de dire, regardez, c'est vous qui allez être responsable de ça. Et là, le conseil d'administration décide de donner une commande en bas. Parce qu'ils ont les moyens aussi de mettre les choses. Quand on prend ça de l'autre, donc c'est une des façons puis on le voit beaucoup sur les conseils d'administration, cabinet d'avocats qui arrive, qui vient présenter les lois, les contraintes. Quand vous savez que vous pouvez être impacté à 2 de votre chiffre d'affaires mondial s'il y a une fuite de données puis vous avez été négligent, bien ça peut être un problème essentiellement. Mais pour les petites et moyennes entreprises, bien là, il faut comprendre, pas toujours les moyens. On sort d'une récession, pas une récession, mais de la COVID. On sort de quoi où ça n'a pas bien nécessairement été. Prenez un exemple, un garagiste, il n'a aucune idée de c'est quoi les choses. Lui, il veut servir son client, mais il peut avoir des fuites de données. Comment on fait pour les convaincre? C'est une excellente question. Je pense que c'est en démocratisant, en parlant le plus possible, plein de monde ensemble, en parlant, les associations qui en parlent, qui vont dire, regardez, il faut s'en occuper maintenant, en essayant de trouver un moyen aussi de convaincre nos gouvernements de mettre des programmes pour aider nos PME à se protéger. Parce qu'on ne peut pas tous se payer la brigade de spécialistes en cybersécurité qui coûte peut-être des 100 000 quand on fait un chiffre d'affaires de 500 000 ou 1 million par année. Et c'est là que vous m'amenez, en fait, Mme Meilleur, je voudrais vous entendre là-dessus, c'est que, en fait, le coût d'une cyberattaque
probablement Beaucoup plus élevé. plus élevé que de l'investissement d'épargne. Absolument. C'est là où nous, en fait, on met l'accent sur la prévention, parce qu'effectivement, la prévention peut coûter cher, mais sera toujours beaucoup moins cher que de devoir répondre à une cyberattaque. Quand il y a, par exemple, un rançon logiciel, pour prendre l'exemple commun là, qui frappe une entreprise, c'est toute la brigade de cybersécurité qui doit venir nettoyer les systèmes, les remonter, en fait, de manière sécuritaire. Ça a un coût. Si l'entreprise est face à une rançon, qu'elle décide de payer la rançon, elle peut se chiffrer facilement dans les quelques milliers jusqu'à plusieurs centaines de milliers, voire millions de dollars. Et la prévention ne coûtera jamais aussi cher que ça. En fait, ça revient à mieux vaut prévenir que guérir, comme dans beaucoup de domaines. La cybersécurité, ça fait partie d'un de ces domaines où il vaut mieux prévenir que guérir. Mais aussi, les entreprises ont accumulé beaucoup de... En fait, à l'intérieur de la dette technologique, il y a la dette de cybersécurité ou de sécurité de façon générale. Les entreprises n'ont pas investi dans le domaine ou suffisamment investi dans le domaine dans les 10 dernières années et sont aujourd'hui face à une situation où ils sont obligés de faire un certain rattrapage. Et s'ils ne font pas ce rattrapage, ils se retrouvent finalement à devoir... Au bout de la ligne, s'ils font partie des 75% qui vont se faire attaquer au moins une fois, vont se retrouver dans une situation assez problématique s'ils n'ont pas été suffisamment, s'ils se sont pas préparés suffisamment en amont. Si on prend l'exemple du Québec, il y a 268 000 entreprises au Québec. Il y en a 264 000 qui sont des PME. Des PME. Des PME. Donc, qui ont à peu près 100 employés moins, là, si on le regarde de cette façon-là. Ouais. Et donc, dans le contexte, ces gens-là, il faut qu'ils soient capables de se protéger. Et il faut trouver un moyen de les aider. Donc, formation, agir en amont, démocratiser, faire des campagnes médias, essayer de montrer au monde, il faut se protéger. Mais à la base, c'est aussi de protéger les citoyens des habitudes de travail. On avait un exemple hier où on essayait de contacter l'hôtel et l'hôtel nous répondait par des textos. Puis donnez-moi votre carte de crédit, puis donnez-moi ci, donnez-moi ça. Puis on s'est dit non, on répond pas parce qu'on ne sait pas qui est de l'autre côté. Il faut que quand on est dans le doute, ils nous appelleront, ils trouveront un moyen autrement pour nous contacter. Mais ça, il faut le développer, ce réflexe-là. Et des fois, parce qu'on est sur un site web, c'est clic, 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 on le fait très, très rapidement parce qu'on a hâte d'avoir le produit ou l'information qu'on veut. Il faut être prudent. Et puis c'est la démocratisation, agir en amont. Parce que, comme on dit, s'il n'y a pas de pompiers pour éteindre les feux, bien, il faut juste mettre des détecteurs de feu, puis s'assurer qu'ils ne rentrent pas dans la maison, ou ainsi de suite. On met des loquets, mieux pour se protéger. C'est en tout cas, c'est ce que nous, on préconise chez nous, puis c'est un peu la même chose chez vous. Absolument. Puis nous, en fait, on va chercher une approche aussi un peu innovante dans le sens où, au lieu de simplement regarder la sécurité pour ce qu'elle est, on essaye de se mettre à la place des cybercriminels et de voir qu'est-ce qu'ils trouvent intéressant avec notre entreprise ou n'importe quelle entreprise. Finalement, ça rejoint des notions comme de surface d'attaque ou de savoir réellement qu'est-ce qui est... Pour une entreprise, l'entreprise sait que pour elle, certains types de données sont les plus importantes pour ses opérations, par exemple, mais n'a pas nécessairement l'idée d'un point de vue cybercriminel, qu'est-ce qui vaut le plus sur le marché, comment est-ce qu'ils peuvent monétiser au mieux cette information-là. Ce qui fait que finalement, les cybercriminels peuvent parfois attaquer quelque chose qui semble être des informations parfois, disons, anodines, entre guillemets, pour une entreprise, mais qui ne le sont pas du tout. Et c'est juste la porte d'entrée à beaucoup d'autres informations, beaucoup d'autres problématiques qui peuvent découler là, des nouveaux types de cyberattaques. Ce qui est grave pour les PME, c'est qu'ils attaquent sans se poser la question, c'est une grande entreprise ou une petite entreprise. Ils lancent le filet, puis ils tirent le filet, puis ils regardent qui est dans le filet, là, essentiellement. Et donc, les PME peuvent être dans le filet. C'est ça que je dis. Ils n'essayent pas juste de frapper Desjardins ou frapper RBC ou des grosses banques. Puis ils utilisent des robots, ils utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir s'aider pour attaquer de façon systémique. Aujourd'hui, c'est très facile pour quelqu'un de moindrement averti en informatique de pouvoir même utiliser des services en ligne pour attaquer. C'est, comme je disais, on est dans le trouble un peu parce que il y a des gens qui peuvent être dans leur sous-sol puis décider qu'ils font des attaques contre du monde. C'est un peu alarmant, en tout cas. Oui, et puis là, je pense qu'on a commencé à parler de solutions parce que je pense qu'il faut trouver une voie de sortie parce que... Et puis, il y en a. Et vous avez parlé
de formation, vous avez parlé de beaucoup de choses. Mais juste avant qu'on aborde cela, quand on arrive au ransomware ou logiciel, qu'est-ce qu'une entreprise n'a pas le choix de payer ou si... Non, elle a le choix. Ça dépend, en fait, ça dépend toujours de la situation. Ouais. On les traite vraiment au cas par cas. On peut être face... En fait, la rançon est généralement pour récupérer finalement les systèmes, mais certaines entreprises sont capables de remonter leur système en parallèle sans avoir à retourner sur l'infrastructure existante. Ils sont capables de remonter leur serveur ou de vraiment refaire tout ce qu'ils avaient en place auparavant, vraiment en parallèle, et donc de ne pas payer la rançon pour récupérer ce qui était là avant. Par contre, quand il y a des données qui sont impliquées là-dedans, il peut y avoir un risque sur est-ce que le cybercriminel va publier ces données sur le dark web, est-ce qu'elle va les vendre ou les monétiser autrement, généralement sur le dark web, mais auprès d'autres entreprises. Et c'est là où il y a certaines entreprises qui vont faire le choix, par exemple, de payer une rançon pour essayer de protéger les données, mais il n'y a jamais de garantie. Donc finalement, de payer la rançon, c'est la même chose que, par exemple, une personne qui se fait kidnapper puis pour laquelle on demande une rançon. On n'est jamais sûr que la personne va nous être retournée au moment où on paye la rançon. Et là, avec les données, les systèmes, c'est un peu la même chose. Étonnamment, ils sont généralement assez... Honnête serait un grand mot là, pour les qualifier, mais en général, quand les rançons sont payées, il y a des bonnes chances d'avoir au moins des clés de décryption pour désencrypter finalement ce qui a été encrypté. Mais là où il y a un risque supplémentaire, c'est au niveau de la corruption des données. Parfois, on peut les décrypter, mais elles sont quand même corrompues. Et donc, même si on a payé la rançon, on n'est jamais capable de les récupérer. Donc finalement, on n'est jamais dans une situation où il n'y a pas le choix de payer la rançon. Ça peut être un choix d'entreprise de la payer ou de ne pas la payer. Et puis c'est quelque chose qu'on voit ici au Canada. En fait, on paye énormément les rançons par rapport aux États-Unis, par exemple, ou en Europe. On paye... Je pense que, de mémoire, là, l'augmentation des chiffres au Canada était de l'ordre de 75% dans la dernière année sur le nombre de rançons qui sont payées, alors que les États-Unis sont en train de diminuer légèrement, puis ils ont toujours été plus dans les 5-10% des rançons qui sont payées, mais ils continuent à diminuer, puis l'Europe se positionne autour de 20%. Donc, il y a quand même une différence majeure. Puis je pense qu'un des éléments là-dedans, une des raisons pour lesquelles il y a une différence aussi importante, c'est, bon, évidemment, il y a toujours la connaissance, la portion formation, sensibilisation, mais il y a aussi les assurances, en fait, qui rentrent en jeu. Ici, au Canada, on a beaucoup d'assureurs, bon, de moins en moins, mais on a beaucoup d'assureurs qui, parmi les clauses, en fait, de ce qui est couvert, le paiement de la rançon est couvert. Donc, une entreprise qui se dit, bon, ben, je vais payer un cybercriminel et me faire rembourser par mon assurance, ça peut lui donner, enfin, ça peut, je ne vais pas dire l'inciter, mais lui donner un peu plus d'arguments en faveur de payer cette rançon. Il y a quand même un vent de changement là, au niveau de la cyberassurance. Il commence à être, si tout le monde paye, ça va coûter plus cher. Ben Qui va pouvoir se payer ces assurances-là? C'est un enjeu. C'est un cercle vicieux, en fait. Ben oui, imaginez, là, en plus de brûler votre maison, vous ne pouvez pas la faire construire, la maison. Donc, c'est une des choses qui est un enjeu important là, par rapport quand on veut se protéger. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas évident. C'est complexe, hein? Oui. Un autre niveau de risque, vous en parliez tout à l'heure, puis ensuite, je promets qu'on va aux solutions. Pour les grandes entreprises, ils ont aussi intérêt à ce que les petites entreprises, parce qu'ils ont affaire souvent avec eux, soient bien protégées, parce qu'eux aussi peuvent en fait subir indirectement, mais quand même assez directement sur leur approvisionnement. Quand on regarde la chaîne d'approvisionnement, peut être un des facteurs. Ça, c'est un enjeu qu'on voit beaucoup dans le secteur des technologies de l'information, dans le secteur de l'intelligence artificielle, où on va voir beaucoup à cause des lois, à cause de la conformité, à cause de la cybersécurité, fait que la grande entreprise va demander à l'entreprise, la PME, d'être plus certifiée, d'être plus... parce que tout le monde est nerveux là-dedans. Là. Tout le monde dit, ben si je mets mes données dans les mains d'une compagnie en IA, par exemple, puis il se fait pirater, ben c'est moi qui est responsable parce que les lois mettent en responsabilité celui qui possède des données. Donc, mais ça s'arrange avec des contrats, puis toutes ces choses-là, puis ils apprennent les gens que les compagnies, mais ça fait que les compagnies en technologie doivent être plus strictes par rapport à leur gestion de l'information s'ils veulent travailler avec les grands joueurs, essentiellement. Mais c'est un enjeu pour ça. On a une épée Damoclès au-dessus de la tête.
en technologie de l'information par rapport à ça, par rapport à ces données-là et à la cybersécurité, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Là. En tout cas, ce qu'on ne pensait pas avoir il y a 10 ans, essentiellement, parce qu'on pouvait se faire aussi pirater il y a 10 ans. Très bien. Si on parle de voir la lumière au bout du tunnel, et vous parliez tout à l'heure de formation et d'information. Il y a un exemple qui nous a été donné ce matin qui m'a vraiment frappée. C'était il y a eu récemment le Conseil scolaire francophone qui a dû payer une rançon parce qu'il y a eu les données des étudiants ont été volées. Et ce que la personne nous disait, c'est que en fait, c'est arrivé dans le département des ressources humaines, donc pas le département des technologies, des TI, mais vraiment, et que donc c'est vraiment important de penser que la formation n'est pas juste pour les gens qui gèrent les ordinateurs, mais en fait pour toute l'entreprise. Alors, j'aimerais ça vous entendre tous les deux sur comment on peut encourager les entreprises à aller chercher cette formation-là, ou par où on s'y prend, et qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui existe en fait. Oui. Alors, vas-y. Donc, au niveau de la formation, de la sensibilisation, effectivement, c'est souvent dans les autres départements que le département TI où il y a le plus où il y a le plus grand manque. N'importe quelle personne qui finalement a accès à un ordinateur qui est connecté sur le réseau présente un risque. Donc, généralement, les gens dans les technologies sont un peu plus conscients de la sécurité, sont un peu plus conscients des menaces. Mais c'est vraiment les gens qui manipulent des données sensibles, comme au niveau des RH, comme au niveau des finances, par exemple, ou des opérations. Dans le cadre d'une école, des données sur des enfants ou des personnes mineures. Ces personnes-là doivent effectivement être sensibilisées davantage. Ça peut passer par différentes façons. Des conférences, des panels, ça peut être intéressant, mais il y a des exercices aujourd'hui qui existent en termes de simulation, par exemple, où on simule une cybercrise, où on simule des campagnes de phishing, par exemple, où on va envoyer à toutes les personnes dans une entreprise, dans une école, un courriel, comme ces fameux courriels Netflix dont on parlait tout à l'heure. On va leur demander de cliquer sur un lien, mais ce sera pas quelque chose de légitime finalement. Puis on va pouvoir voir comme ça, ok, qui clique, quelles informations sont rentrées dans ces liens-là, et ça va permettre ensuite d'accéder de manière un peu plus. En fait, ça va permettre d'être plus précis finalement sur les types de formation ou les types de sensibilisation qui sont nécessaires pour les personnes. Et est-ce que l'éducation commence au niveau primaire, secondaire, universitaire? Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, aux universités? Parce qu'il y a cette réalité-là, elle change, elle évolue, mais elle est très présente. Comment on aide justement les institutions académiques à mieux préparer? C'est une grande question parce que on parle aussi de littératie numérique aussi, là, qui est de quoi, comment on intègre ça dans le corpus au niveau primaire, secondaire. Mais oui, ce serait une des bonnes choses de commencer à sensibiliser. Tu donnes pas tes informations à n'importe qui. Quand tu vas sur le site web, tu fais attention à telle information quand on te demande. Mais donc ça, c'est une chose. Au niveau secondaire, est la même chose. Au niveau cégep, université, là, il faut faire attention parce que c'est immense, ces choses-là. Il y a l'administratif, il y a le corps professoral, les chercheurs, il y a les étudiants. Puis les universités ils sont conscients de ça. Mais ça passe par de la formation, ça passe par des tests d'intrusion, ça passe par des mini-sondages qui sont, en fait, on envoie un courriel, un faux courriel, puis on dit, t'as cliqué dessus, t'as perdu dans tes points, essentiellement. Il faut trouver des moyens de sensibiliser les gens. Donc, moi, je reviens toujours, formation, information dans le sens, utiliser les médias traditionnels pour dire à la télé, là, attention, c'est important de ne pas cliquer sur n'importe quoi. C'est important de faire attention à qui on donne notre information personnelle. Ceci dit, il ne faut pas devenir paranoïaque non plus dans tout ça, mais il faut faire attention à ces choses-là. Il existe des groupes comme NSECM, qui est dans la région d'Ottawa aussi, et CyberEcho, qui sont des regroupements de compagnies en cybersécurité qui peuvent venir en aide aussi, essentiellement. Si on veut cogner à quelque part, on va voir là, c'est un regroupement d'entreprises qui peuvent offrir. Et il y a cybersécuritaire, il y a un programme aussi gouvernemental qui s'appelle Cybersécuritaire au Canada, qui permet de au moins faire un audit, demander à une compagnie. Ils vont venir financer ça avec le CNRC, ils vont venir financer pour aider les petites entreprises à pouvoir regarder, je suis dans un problème. Mais la première chose qu'on devrait tous faire dans nos entreprises, c'est de se faire une liste de
est où mon information sensible, puis est où mon information non sensible, puis où je la mets, puis qui a les clés. C'est un peu comme en RH avant, quand il n'y avait pas d'ordinateur, où on prenait les documents papier, on les mettait dans une filière, puis on fermait la clé. Ouais. C'est le B.A.-bas, là, c'est de trouver c'est quoi, au départ, comment on gère notre information dans notre entreprise. Qui a accès à cette information? C'est de la gouvernance. C'est ce que fait Élodie essentiellement chez Value Running. C'est excellent. Vous voulez ajouter quelque chose, Élodie? Non. J'allais vous poser la question sur l'intelligence artificielle parce que vous êtes un spécialiste et il y a des défis par rapport à l'intelligence artificielle, mais il y a aussi probablement une partie de la solution. En fait, c'est une partie de la solution, puis c'est une partie du drame en même temps. Une partie de la solution, c'est quand tu es du bon côté et tu utilises l'intelligence artificielle à bon escient, comme on va vous présenter tantôt dans notre annonce, c'est une chose. Mais les cybercriminels peuvent utiliser l'intelligence artificielle aussi pour les aider à faire des crimes. Bon, on peut utiliser l'intelligence artificielle à plein d'endroits. On peut incorporer ça dans nos systèmes, dans notre Outlook essentiellement, qui peut être capable de détecter essentiellement s'il y a un lien qui n'est pas correct ou des choses. Ça peut être utilisé, puis ça va évoluer avec le temps. Mais il y a une course, on est deux dans la course. Il y a ceux qui sont les bons, puis ceux qui sont les pas bons. Puis il y en a qui avancent avec des gros moyens parce qu'ils vont chercher des rançons. Puis il y a d'autres qui avancent un peu plus lentement, essentiellement. Mais je pense qu'il faut mettre ça dans le même sens. L'IA va venir aider énormément, nous, c'est ce qu'on croit, en travaillant en amont. Pensez-vous qu'il devrait y avoir davantage de partenariats public-privé ou toute forme de partenariat, en fait? Élodie, peut-être? Oui, absolument. Mais on a parlé un peu d'aide technologique, d'aide de cybersécurité au début, et puis du financement, finalement, du financement gouvernemental dans les entreprises. Ça nous aiderait, ça aiderait beaucoup les entreprises, surtout les PME, là, comme on a parlé, à assurer qu'ils ont un niveau de sécurité qui soit suffisant. Des partenariats publics-privés, ça permettrait aussi de l'échange d'informations, parce qu'au-delà du financement, c'est l'échange d'informations qui est important aussi, pour qu'on puisse essayer d'avoir une longueur d'avance sur les cybercriminels. Dans l'état actuel des choses, malheureusement, c'est généralement les cybercriminels qui ont une longueur d'avance sur nous, mais c'est là où on doit innover différemment, c'est là où l'intelligence artificielle vient aider la cybersécurité, et en travaillant ensemble finalement avec différentes composantes du privé, mais également du public, on est capable de vraiment mettre ensemble des forces. Comme Alain dit souvent, 1 + 1 égale 3 ou 1 + 1 égale 7 dans certains cas. Et vraiment, c'est ce qu'on vise ici, là. C'est vraiment d'y aller avec le plus de connaissances, d'informations qu'on peut mettre ensemble pour essayer de prendre les devants, finalement, sur les cybercriminels. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des citoyens, c'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire des gouvernements. Et moi, je crois sincèrement que c'est tous ensemble qu'on va être capable. Faisons l'analogie avec la vie réelle, avec les criminels, les vrais criminels. Les citoyens, s'ils voient un crime, devraient le dénoncer à la police. La police devrait travailler en collaboration avec tous les corps policiers ensemble. Et le gouvernement qui met... Moi, je pense que c'est la même chose. Il va falloir que le citoyen, quand il voit des choses, puisse le divulguer à un endroit, que les entreprises en cybersécurité puissent travailler plus ensemble, que le gouvernement puisse être un tiers de confiance pour dire, essentiellement, on pourrait être utile pour fédérer, pour aider à fonctionner ensemble. C'est tout ça là, que je pense qu'un élément de solution pour l'avenir, parce que sinon, on ne pourra pas y arriver tout seul là-dedans. Est-ce que les lois sont assez contraignantes? Oh! Par rapport à quoi? Par rapport à la protection des renseignements privés, tout au moins? Ça s'améliore, surtout au Québec. Oui. Le Canada a peut-être encore un peu de rattrapage à faire. Le C27, entre autres, qui est un projet qui va aller en commission parlementaire, il y a pas mal d'ouvrages à faire là-dedans, essentiellement. Bon, on aurait besoin d'un autre panel pour juste en parler. Mais est-ce que ça s'améliore? Oui, ça s'améliore. Ça s'améliore au niveau mondial en passant. La protection des renseignements personnels, c'est une contrainte dure pour les entreprises, mais il faut penser au niveau global puis protéger les renseignements personnels des gens, nous tous.
C'est un sujet passionnant. On n'a même pas eu la chance d'aborder l'impact sur la géopolitique des cyberattaques. Mais écoutez, c'est le temps que nous avons. Merci infiniment. Merci. Vraiment très, très éclairant. Et je vous invite à ne pas quitter parce qu'il y a une annonce importante. On parlait de partenariat. Bien, c'est justement, je pense qu'en mettant nos forces ensemble qu'on réussit à vaincre. Alors, j'aimerais inviter M. Bertrand Milot, qui est le PDG et fondateur de Bradley Rollins, de se joindre à nous, ainsi qu'Eliza Bodowoski, conseillère principale en développement des affaires chez LexRock AI, à joindre Alain et Élodie au podium pour vous faire cette annonce. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci à tous. Bonjour tout le monde. Donc, je me représente quand même rapidement, Élodie Meyer, vice-présidente exécutive de Bradley Rollins. Donc, Bradley Rollins, une compagnie qui se spécialise en cybersécurité, avec une approche particulière, en fait, axée sur la cyberdéfense et l'amélioration de la cyber-résilience des entreprises. La cybersécurité, en fait, est en constante évolution et ça nous force à innover constamment pour trouver pour finalement trouver les façons de contrer les nouvelles cybermenaces. C'est là où on se rend compte que finalement la cybersécurité tout seul, c'est plus suffisant et qu'on a besoin de s'allier finalement de d'autres joueurs du marché, notamment au niveau de l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que l'intersection entre la cybersécurité et l'intelligence artificielle, c'est là où on doit se positionner. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on vous annonce le partenariat d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Élodie. Elisa Bodowoski, conseillère principale au développement des affaires chez LexRock AI. Et comme le mentionne Élodie, c'est effectivement à l'intersection entre l'intelligence artificielle et la cyberdéfense que nous sommes aujourd'hui. Ce sont deux univers et deux expertises québécoises complémentaires que nous unissons par ce partenariat. Chez LexRock AI, nous avons plus de 25 ans d'expertise dans le traitement automatisé du langage naturel et de la compréhension du langage. Et nous avons développé une solution technologique très poussée dans ce domaine pour augmenter l'efficience opérationnelle des organisations. Nous sommes donc dans l'univers du texte, du document PDF, du document non structuré, de l'information retrieval, information extractions, et c'est ce savoir-faire que nous apportons à ce partenariat stratégique aujourd'hui, dans ce partenariat stratégique, excusez-moi. Dans ce partenariat stratégique, car l'intelligence artificielle est une solution excellente pour la cybersécurité. Nous sommes donc très heureux, très fiers d'annoncer ce partenariat en vue de développer une solution de cyberdéfense innovante. Nous utilisons l'intelligence artificielle dans le domaine de l'analyse et de la compréhension du langage pour surveiller et analyser une grande quantité de données provenant de l'open source intelligence, du deep et du dark web, que nous allons analyser afin de détecter les comportements malveillants, malicieux et prévenir en cyberdéfendant les entreprises en amont des cyberattaques afin de les déjouer avant même qu'elles ne soient lancées. Cette solution innovante sera d'une grande aide, évidemment, pour les cyber-enquêteurs, mais également pour la défense des PME. Je vais à présent laisser la parole aux deux fondateurs qui vont pouvoir vous donner plus de détails. Merci. Bonjour à tous, Bertrand Milot, je suis le président de Bradley Rollins. Et ça fait 20 ans que mon métier est en perpétuelle évolution. Les cybercriminels sont extrêmement intelligents. Les organisations cybercriminelles sont des business models à part entière, avec des gains de 300 milliards de dollars par année. Autant vous dire que la R&D est pas mal développée en cybercriminalité. De notre côté, il faut comprendre les intentions. Les intentions criminelles et la réduire est la première capacité de protection d'une entreprise. Réduire l'intention criminelle. Mais pour ça, il faut la comprendre, l'intention criminelle. Il faut la voir. Il faut l'analyser. Et pour la plupart des gens, le dark web, c'est tout petit. Le web de surface, c'est 4% des données mondiales. Le dark web, c'est 14 fois le web de surface. Donc ce que vous voyez sur Google, c'est tout petit. Le dark web, le réseau criminel, le réseau cybercriminel, c'est 14 fois plus grand. Il faut l'analyser, il faut le comprendre. Et c'est ça qu'on va essayer de faire.
Rebonjour. Alain Lavoie, président de l'Expoc. On parle de notre nom parce que ça va être filmé et on va pouvoir utiliser ça. Écoutez, comme on a parlé sur le panel, ce qu'on a pensé en jasant ensemble avec Bradley Rollins, c'était comment on peut aider ces entreprises-là, ces PME-là, essentiellement, et comment on peut s'assurer qu'il va y avoir de la disponibilité d'analystes en cybersécurité. C'est essentiellement de là que c'est parti l'idée de travailler ensemble, en jasant, en comprenant un peu plus le métier que fait Bradley Rollins, les gens. Et l'analogie que je prends, c'est un peu la celle des policiers, essentiellement. C'est penser à un corps policier, l'OPC ou la Sûreté du Québec, peuvent pas courir après tous les criminels. Ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des agents d'infiltration qui vont s'infiltrer dans des réseaux criminels, qui vont essayer de trouver des criminels où ils demeurent, les mettre sur écoute et les écouter pour voir s'ils sont pas en train de faire un complot. C'est un peu la même chose qu'on veut faire avec notre solution, c'est d'offrir des outils à des cyber-enquêteurs pour pouvoir s'infiltrer dans des réseaux criminels, dans le dark web, et pouvoir aller écouter qu'est-ce qui se passe pour pouvoir voir s'il n'y a pas des complots qui sont en train de se préparer par rapport à votre organisation. Donc, c'est dans un contexte comme ça qu'on a décidé de démarrer ça. Puis où on vise, oui, il y a les grandes entreprises, mais où on vise, c'est surtout d'aller aider les PME. Donc, des outils pour les analystes, puis des outils pour les PME, les jeunes pousses, pour être capables d'agir en amont, leur permettre de voir il y a de quoi qui est en train de se préparer, puis on peut t'aider avec notre solution. Donc, aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir vous présenter ça, ce partenariat-là, parce que c'est ce rêve-là qu'on veut résoudre, essentiellement avec cette nouvelle technologie. On a décidé d'appeler ça Dark Octopus, pieuvre sombre ou sombre pieuvre, comme on dit en français. Donc, essentiellement parce que ça permet d'aller dans le dark web et de s'immiscer à l'intérieur. Des choses à complémenter? Oui, pour vous donner un peu une idée, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire ce qu'on appelle de la cyberintelligence, de l'intelligentsia, de l'espionnage de criminels. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, et vous comprenez que le dark web, c'est vraiment très grand, c'est une masse de données énorme à gérer. C'est pour ça que l'analyse du langage naturel est extrêmement importante. Et le faire dans du multilingue, c'est très compliqué, du russe, du chinois, toutes les langues. Et il faut réussir à le comprendre. Donc, la vérité, en réalité, se trouve dans la capacité de corréler aussi bien des outils commerciaux existants, les données réelles brutes qui se trouvent dans le dark web et des sources à intelligence ouverte. Voilà. Et c'est ça que va faire le projet. Okay. Peut-être pour terminer, quelques remerciements. On remercie énormément le Forum de nous avoir invités. On remercie beaucoup Richard pour la FGA de nous avoir invités, la FCCQ, Florian qui est ici avec nous. Merci énormément de nous avoir donné cette tribune. C'est un hasard qu'on soit les deux seulement sur le panel. On était censé être plus que ça, on était censé être 4 panélistes. Mais on est bien heureux d'avoir pris le temps de vous annoncer cette chose-là. Vous avez des questions? Il nous reste 4 minutes. Des questions? Oui. Bonjour, merci pour cette annonce-là. C'est évidemment c'est vraiment une autre planète. Tout ce qui est cybersécurité, c'est vraiment une bataille que je ne sais même pas de comprendre. Mais vous avez parlé que c'est dirigé vers les PME. Maintenant, pour que les PME puissent s'offrir ça, il faut que ce soit quand même un coût qui est abordable. Comment vous voulez vous diriger de ce côté-là? Parce que les PME ne flottent pas toutes dans des millions. Non. C'est effectivement l'objectif, c'est de rendre justement ce type de solutions qui sont de nouvelle génération en termes de cyberdéfense accessibles aux PME parce qu'en réalité, c'est le plus touché. Les grandes entreprises sont certes touchées, mais en termes de volume,
sachant que derrière n'importe quelle marque, n'importe quel nom d'entreprise, il y a un compte bancaire avec des employés et donc des données intéressantes, les cybercriminels vont nécessairement aller au volume et à la masse donc, de capacité de victimes. Donc nécessairement, la solution que l'on développe est une solution qui va être accessible pour les PME et qui va vraiment leur faciliter la vie en termes de cyberintelligence. Pour répondre plus précisément à votre question, parce que c'est la question que j'aurais posée aussi, combien ça coûte puis quand est-ce qu'on va l'avoir? On pense à un prix, on pense que le produit, on va avoir une première version qui va sortir au Q1, au premier quart de 2023, et ça devrait, on aimerait avoir un coût qui serait dans les alentours entre 400 et 600 $ par mois par entreprise. C'est ce qu'on vise. On va aller voir si le gouvernement ne peut pas donner des subventions aussi aux entreprises pour pouvoir accéder à obtenir notre technologie, mais c'est dans ce contexte-là qu'on se positionne. D'autres questions? Merci infiniment. Merci beaucoup. Peut-être, les amis.